Allez, joyeux Noël, hein. Pas déconner, je pourrais me faire censurer pour ça. Bon, ça serait bien qu'elle se termine cette année quand même, parce que on n'a pas bien rigolé en 2020. Mais enfin bon. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des oubliés du JT. Les oubliés du JT, c'est mon rendez-vous vidéo, je vais pas dire hebdomadaire ni mensuel parce qu'en fait j'ai plus vraiment le temps de le faire. Donc je travaille à temps plein, à côté de ça j'écris des livres quand je peux, et à côté de ça j'ai toute mon activité de militante qui me prend énormément de temps. Je fais beaucoup de voyages en manif, des réunions, des actions, etc. Donc j'ai plus trop de temps pour faire des vidéos YouTube, donc j'essaye au maximum, je suis vraiment désolée. Un montage vidéo, une préparation de vidéo, tout ça, ça me prend entre 1 et 2 jours. Donc quand on bosse 5 jours par semaine, c'est pas évident. Mais là, à l'heure où je vous parle, on est le 25 décembre. Ma dernière vidéo date du 17 novembre. Il s'en est passé des trucs. Il était temps que je fasse une vidéo, sinon elle allait durer 3 heures. Déjà là, je vais essayer de faire court. Mais il y a eu pas mal de choses. Alors, comme je vous disais précédemment, le concept de cette vidéo, c'est de ne pas parler des choses qui tournent en boucle dans les médias. Le but, c'est justement de parler d'événements qui ont eu lieu et qui ont été passés sous silence par les grands médias. Donc c'est des infos que j'ai trouvées par le biais des réseaux sociaux et d'internet, mais dont la source, c'est des médias indépendants pour la plupart, ou des journalistes, ou carrément des vidéos prises personnellement. Donc c'est des infos que je pense fiables. Après, si vous avez des remontées par rapport à mes infos, il n'y a pas de souci, je les prendrai en compte. Et c'est des infos qui pour moi sont importantes, qui concernent les oubliés, pas seulement du JT, mais les oubliés de ce gouvernement, les oubliés de ce système, des victimes de ce monde. Donc le 17 novembre, la dernière fois que je vous ai vu, c'était l'anniversaire des Gilets jaunes. Il y avait le vote en première instance de la loi de sécurité globale. Et puis après ça, il y a eu un enchaînement de manifestations pour empêcher cette loi. Donc je vous rappelle très brièvement, la loi de sécurité globale, elle permet aux forces de l'ordre de bénéficier de droits supplémentaires. Donc le groupe La République En Marche, pour proposer cette loi, ils prennent comme prétexte le fait de vouloir protéger les forces de l'ordre contre les violences dont ils sont les victimes. Alors sachant qu'il y a déjà des textes de loi pour ça, donc c'est du pipeau. Mais en gros, c'est plutôt une loi en fait qui va restreindre encore nos libertés, puisqu'on pourra plus filmer les forces de l'ordre, en tout cas plus diffuser les images, mais en fait c'est assez flou, finalement on peut plus filmer. Je vous passe les détails parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Si vous voulez regarder, allez-y, je vous avais tout expliqué à ce moment-là. Donc il y a eu un paquet de manifs à la suite de ce vote en première instance, puisque cette loi est clairement votée, hein, toutes les étapes passent les unes après les autres. Et puis de toute façon, même si elle n'était pas votée, on voit bien que le gouvernement la passera quoi qu'il arrive, soit par un 49.3, soit de force, avec des décrets. On ne sait pas ce qu'ils peuvent préparer, mais en tout cas on voit bien que cette loi va passer. Et elle est déjà quasiment appliquée alors qu'elle n'est même pas encore totalement votée. Donc il y a eu des manifestations le 17 novembre, puis le 28 novembre, puis le 5 décembre, puis le 12 décembre, puis le 19 décembre. Par rapport à cette loi, pas seulement, mais principalement par rapport à cette loi et aux restrictions de liberté en règle générale, et aux violences policières, puisqu'en fait, durant ces manifestations, on a été témoin de violences immenses. Alors il y a déjà eu des violences avant dans les manifestations de Gilets jaunes, puisqu'on sait très bien qu'il y a eu énormément de mutilés, d'éborgnés, de personnes gardées à vue injustement, etc. Mais là, on a l'impression qu'il y a une accélération de la violence. Et puis on voit aussi, en tout cas par rapport à des amis qui sont allés en manifestation, qui me l'ont dit et qui font pourtant des manifestations toutes les semaines à Paris, m'ont dit que là c'était la première fois qu'ils voyaient les policiers s'en prendre directement aux manifestants dès le départ, sans même que le cortège parte ou quoi que ce soit, sans même qu'il y ait aucune raison. Donc dès la première minute, ils ont ordre, ou en tout cas ils prennent
l'initiative de taper sur les manifestants directement pour dissoudre les manifestations, les rassemblements, alors qu'on ne le rappellera jamais assez, mais la manifestation, c'est un droit qui fait partie de la Constitution, donc il n'y a même pas besoin ni d'attestation, ni de rien du tout, ni même de déclaration en préfecture, hein, c'est juste pour la forme ça. En fait, on a le droit de manifester. Et donc, à travers ces manifestations, on a pu voir énormément de violence. D'arrestations illégitimes, illégales, qui ont été d'ailleurs non suivies des faits, hein, puisqu'il n'y avait pour la plupart aucune cause légitime. On a vu énormément de journalistes se faire mettre en garde à vue, sachant que la loi porte surtout sur les journalistes, hein, puisqu'on parle d'images, de diffusion d'images. Donc c'est un comble, c'est une absurdité totale. Parmi ces journalistes, il y a par exemple Adrien Adkaz de QG Média. Donc, QG Média, c'est un média indépendant lancé par Aude Lancelin, la journaliste et écrivaine. Adrien Adkaz qui a donc été mis en garde à vue le 12 décembre et qui, 10 jours plus tard, le 22 décembre, n'avait toujours pas récupéré ni sa caméra, ni son portable, ni sa pièce d'identité. Alors là, à l'heure où je vous parle, le 25 décembre, je sais pas ce qu'il en est, mais j'ai pas eu de nouvelles, donc je pense pas que ça soit résolu. Est-ce que c'est normal ? Sachant que cette personne n'a rien fait à part filmer la manifestation, hein, comme d'habitude d'ailleurs. Il y a eu d'autres arrestations spectaculaires et complètement injustes. Moon, manifestante totalement pacifiste, qui a été remarquée tous les samedis à Paris par son parapluie multicolore, symbole de paix, qui s'est fait embarquer sous prétexte que l'ouverture de son parapluie était un signe de ralliement au Black Bloc, puisqu'elle serait la chef des Black Blocs. Ça, c'est quand même assez incroyable quand on voit cette femme. Et quand on la connaît, on sait très bien que c'est pas vrai du tout. Et on se rend compte que les raisons invoquées sont de plus en plus ridicules. On en rirait volontiers si c'était pas aussi grave, puisqu'elle a quand même passé une journée en garde à vue, je crois. Qu'est-ce qu'il y a eu encore pendant ces manifs qui a été assez incroyable? Oui, par exemple ce musicien qui s'est fait tabasser par la police pendant la manifestation, qui a continué à jouer du tambour, le crâne en sang. Ces images étaient diffusées en direct sur BFM TV et pendant ce direct, les journalistes ont commenté en disant que c'était du maquillage et qu'il n'y avait pas eu de violence du tout. Donc je ne pense pas, oh là, effectivement les images sont extrêmement virulentes et choquantes. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas, mais pas le contexte. Non, mais on revient sur ces images que l'on a vues il y a un tout petit instant de cet homme maculé de sang. C'est du maquillage, on vous rassure, hein, pour l'instant pas de blessés. Donc après ils se sont excusés lamentablement, mais bon, le mal était fait. Encore une preuve de cette non-neutralité assez incroyable de BFM TV et de certains grands médias, hein, c'est pas les seuls. C'est assez fou. J'ai même vu passer le témoignage d'un gars qui, au sortir d'une manifestation, dit à une fille qui est en train de le filmer qu'il a été victime d'attouchements pendant la fouille réalisée par des policiers. Donc j'étais avec mes amis dans la manif, on est sorti du cortège parce que ça commençait à chauffer et on a pris une rue parallèle où on s'est fait contrôler par les flics et fouiller. Et le fouillage a été particulièrement humiliant parce que le policier qui m'a fouillé m'a franchement fouillé le slip, le sexe, l'anus, vraiment le cul, tout. Et c'était particulièrement humiliant. Voilà le genre d'événements dont on n'entend absolument pas parler et qui sont quand même très très graves. Moi, j'habite à la campagne, j'habite en Auvergne. Avec le confinement, les couvre-feux, etc., j'ai pas pu aller à Paris depuis la manifestation du 12 septembre. Et là, il était temps, quoi. Il était temps, je pouvais pas laisser passer tous ces rassemblements qui sont quand même indispensables, je pense. Enfin, on peut pas rester dans son canapé à rien faire quand il se passe ces choses-là. Même si tout ne se fait pas en manifestation, ça fait partie de la lutte, ça fait partie du combat pour un changement de système. Donc, malgré le boulot, malgré les kilomètres, je suis allée donc le 19 décembre à Paris. J'ai fait l'aller-retour pour me rendre à la manifestation qui avait lieu
sur les lieux de pouvoir, normalement, qui était déclarée pour ça, et qui finalement a été interdite par le préfet allemand, hein, on a l'habitude. Et il y avait seulement un petit tronçon de parcours qui était encore autorisé. Donc c'était entre le Conseil d'État au Louvre, Palais Royal, jusqu'au Pont des Arts. Donc je suis arrivée, j'ai vu des manifestants, alors pas en nombre, hein, malheureusement, j'ai été assez déçue. Il y avait très très peu de gens qui se sont déplacés. Après, on peut comprendre la stratégie de la violence et de la peur, ça fonctionne. Plus la pandémie, etc., le contexte qu'on connaît, les gens ne sortent pas nombreux malheureusement. Mais bon, on était là, en tout cas ceux qui étaient présents dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'on a vraiment donné de la voix et de nos tripes. On était là pour la cause, pour la démocratie, pour la liberté, contre les violences policières, contre cette loi de sécurité globale. Et donc j'ai pu filmer quelques moments, je vous laisse découvrir un peu ces moments qui étaient plutôt dans la bonne humeur. Tant qu'on peut les filmer, on les filme. Et qui bafoue les droits élémentaires du peuple de France. Voilà, donc en gros ça a duré pas très longtemps la manif, enfin c'est pas fini mais le cortège s'est fait arrêter par les flics et donc on est complètement nassés. Mais complètement. On n'est pas nombreux, hein, mais on est bien lassés. Malgré un encadrement des forces de l'ordre qui était quand même assez présent, le cortège était encadré, plus qu'encadré, c'est-à-dire que c'était eux qui guidaient nos mouvements, notre vitesse de mouvement, qui s'arrêtaient régulièrement, qui voulaient bien reculer pour nous laisser avancer de 3 pas et s'arrêter. Enfin, c'est assez frustrant quand même quand on se dit que manifester est un droit. Mais bon, on est arrivé, bon gré mal gré, à 200 mètres du départ, avant même le pont des Arts. Hein. Et c'est là que, face au cordon de policiers qui nous stoppait, eh ben, j'ai été témoin d'une scène assez incroyable, qui est finalement banale, mais il faut quand même filmer ce genre de scène et partager ce genre de vidéo, parce que voilà ce qui se passe à l'ombre des caméras et des regards. En fait, même sous les regards, en fait, ils en ont rien à foutre maintenant. Vu que Castaner, déjà de son temps, quand il était ministre de l'Intérieur, avait dit aux policiers prenez des initiatives, maintenant attendez plus les ordres. Voilà ce qui se passe, quoi. La police, elle menace ouvertement les manifestants, il n'y a pas de problème. Il me met un coup dans les boules. Il m'a mis un coup dans les boules. Attendez, votre collègue. Non mais on est gentil là, pourquoi vous cherchez la merde là? Moi si je vous mets un coup dans les boules, je vais en garde à vue direct. Mais c'est même pas en garde à vue, monsieur, vous allez mourir. Mourir de quoi? Des menaces. Vous allez mourir, vous allez mourir, vous allez mourir. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo en entier si ça vous intéresse, je vous la mets en suggestion. Pour rester un peu sur le sujet des luttes sociales et des mouvements de contestation, il y a eu plusieurs infos depuis le 17 novembre, depuis la dernière fois. Déjà, j'ai eu l'honneur d'interviewer Axel Richardson. C'est une travailleure saisonnière de Lourdes qui a milité pour ses droits, pour le droit de son secteur d'activité, puisqu'avec le Covid, il y a certaines catégories de personnes qui n'ont pas eu d'aide, contrairement à ce qu'on nous dit. Parmi ces personnes-là, les travailleurs saisonniers n'ont droit à rien, ni chômage partiel, ni aide, ni subvention, ni rien du tout. Et donc, oui, parce qu'ils n'ont pas signé de contrat à ce moment-là, au moment du début du Covid, et du coup, Axel Richardson, pour alerter les autorités sur ce sujet, qui est quand même assez grave, puisqu'elle a des collègues qui sont actuellement au RSA et qui sont obligés d'aller demander des repas au Resto du Cœur pour se nourrir, puisqu'ils n'ont plus droit au chômage ni à rien du tout. Eh bien, elle a entamé une grève de la faim le 21 novembre, et donc je l'ai interviewée à ce sujet-là. Et donc ce qui m'a poussée, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir porter la parole d'un collectif de saisonniers auprès de nos autorités locales pour essayer de faire entendre la détresse de ces familles qui jusque-là étaient passées totalement sous les radars.
de réclamer une justice vis-à-vis de notre situation. C'est l'inaction, c'est l'inertie du système, c'est le fait d'avoir pu toucher à ces mécaniques politiques, si vous voulez, qui me pousse aujourd'hui à partir en grève de la faim. Vous pouvez retrouver l'interview en entier ici. Au moment où j'ai interviewé Axel, 94 personnes étaient en grève de la faim. Et puis il y a des personnes qui se sont suicidées aussi. Ça, on n'en parle pas non plus dans les grands médias. Et je pense qu'à l'heure où je vous parle, il y a encore plus de personnes qui sont en grève de la faim et qui vont très très mal. On connaît tous des gens qui ont mis la clé sous la porte, qui ont fermé boutique à cause des mesures Covid. Alors même si dans les chiffres, aucune entreprise n'a fait faillite, soi-disant, parce qu'en fait elles sont perfusées par les prêts garantis par l'État, on verra bien d'ici peu de temps, en 2021, hein, les économistes le disent, que la faillite va être globale, et ne sera pas seulement dirigée sur les restaurants, les bars, etc. Puisqu'en fait, les restaurateurs, les commerçants ne pourront plus payer leurs fournisseurs. C'est tous les secteurs d'activité qui vont être touchés. Alors il y a l'AFP qui a fait une dépêche récemment sur une initiative de plusieurs collectifs en France, collectifs de militants, 16 collectifs en tout, qui font des appels à l'union des gauches pour une écologie sociale et solidaire. Donc ils entrent en contact avec les partis de gauche, les partis écolos, etc. pour leur demander de s'unir pour les présidentielles. Alors certes, les partis de gauche ont déjà essayé des unions et ça n'a pas fonctionné, mais les temps ont changé. Les citoyens désormais font pression sur les gouvernements, on l'a bien vu avec la Convention citoyenne pour le climat, même si après les propositions ne sont pas acceptées, hein, certes, mais en tout cas les initiatives avancent et réussissent à franchir la barrière gouvernementale et médiatique. Donc cette pression publique, elle peut permettre cette union, en tout cas ces citoyens y croient. Là par exemple il y a la rencontre des justices, c'est 400 citoyens qui ont fait un boulot énorme, qui ont écrit collectivement des documents pour appuyer leurs propositions. 3 scénarios possibles pour une union des gauches, et puis ils ont imaginé 30 objectifs concrets de société, de changement de société. C'est pour un horizon 2030, avec comme étape évidemment la présidentielle 2022, mais pas seulement en fait, ce sont des objectifs sur le long terme. C'est un travail colossal que je vous invite à aller consulter. Tous ces collectifs qui travaillent pour l'union des gauches et pour la convergence citoyenne et la convergence des luttes, ce ne sont pas des collectifs qui veulent être en lumière, ce sont des collectifs qui veulent mettre du liant entre les organisations existantes. Que ce soit à travers d'actions, à travers les élections, à travers énormément de projets. Donc même si on n'en entend pas beaucoup parler, on va en entendre parler, et moi je suis certaine qu'en 2021 il y aura des actions et des projets de grande ampleur qui vont se mettre en place. Tout ça autour de la convergence. La convergence, c'est vraiment un thème qui revient énormément ces dernières années, mais encore plus ces derniers mois et ces dernières semaines. Personnellement, j'ai jamais vu autant d'initiatives et de collectifs qui travaillent dans ce sens. Donc je suis pleine d'espoir là-dessus, même si c'est un travail de longue haleine, et j'en sais quelque chose puisque j'avais cofondé le groupe Les Convergents avec Philippe Pasco, entre autres, et d'autres personnes. Je sais que c'est pas facile la convergence, mais petit à petit on comprend un peu les rouages, on comprend les enjeux, et on se rend compte que c'est quelque chose de toute façon dont on ne peut pas échapper. On est obligé de passer par l'union pour avancer ensemble dans la même direction et atteindre nos objectifs. Et je suis persuadée qu'un front citoyen peut avoir du poids si c'est un front très construit, très visible. Je suis sûre qu'à l'heure actuelle, en 2020, on peut utiliser les moyens de nos ennemis, entre guillemets, donc les grands médias, les médias, etc., les réseaux sociaux, pour appuyer ce genre d'initiative et se faire entendre. Alors justement à ce sujet, bon ça c'est vraiment de la stratégie de communication à l'état brut, hein, c'est signé Macron, mais Emmanuel Macron donc a annoncé qu'il proposerait un référendum pour entrer l'écologie dans la Constitution. Alors en fait c'est toute une stratégie pour piéger en quelque sorte les parlementaires, puisqu'en fait si les écologistes votent oui pour ce référendum, ils sont obligés puisque c'est une mesure écologique, environnementale, eh bien, il va récupérer la proposition qu'avaient déjà fait les Verts il y a longtemps, et donc il va récupérer les électeurs, et puis de la même façon, il va piéger aussi la droite, puisque la droite, si elle s'oppose à cette mesure, ils vont être traités d'anti-écologie, et donc ils vont perdre des voix, enfin bon. C'est toute une magouille derrière, faut pas du tout prendre au pied de la lettre cette annonce, puisqu'en fait c'est une annonce qui ne veut rien dire. C'est pas parce qu'on fait un référendum qu'ensuite ça sera respecté, hein. On connaît les référendums qui n'ont pas été respectés.
au temps de Sarkozy par exemple. De toute façon, même si c'était accepté ensuite, mettre une phrase dans une constitution, c'est pas ce qui fait changer le monde, ni encore moins l'écologie. Donc ça, c'est de la com. Alors il y a 3 décrets qui ont été mis en place le 4 décembre pour ficher les opposants politiques. Vous m'avez bien entendu, pour ficher les opposants politiques. Donc désormais, on pourra ficher les gens en fonction de leur idéologie politique, de leur religion, de leurs activités. Donc sont cités les gilets jaunes, les écologistes, les militants de toutes sortes. Donc au nom de la prévention des atteintes à la sécurité publique, eh bien, les policiers pourront avoir accès à toutes sortes d'informations et ficher les gens de façon à les suivre et à pouvoir les arrêter au moindre faux pas. Donc ça, c'était déjà le cas avant, hein, en fait, mais ça aggrave la situation. Les forces de l'ordre pourront recueillir des informations sur l'opinion des personnes surveillées, leurs pseudonymes sur les réseaux sociaux, des données de santé, le tout pour des finalités élargies qui dépassent largement la sécurité publique. Alors ça, c'est passé complètement à la trappe des grands JT, c'est quand même incroyable. C'est une loi qui ressemble énormément à ce qui se passait pendant la guerre, quoi. Enfin, c'est la Stasi. Il y a plusieurs personnalités, dont Aude Lancelin, Charlotte Girard, David Libeskind, François Boulot, François Coq, etc., qui ont signé une pétition pour dire non au décret du fichage policier. Donc je vous invite à suivre cette pétition, à la signer, à la partager, parce que ça suffit, quoi. Il faut dire stop à ces mesures. Il faut arrêter de les critiquer sans rien faire. Je sais qu'une pétition, c'est pas grand-chose, mais si au moins on peut dire qu'on est contre, c'est déjà un grand pas. Si on était des millions à se lever à chaque fois qu'il y avait une mesure d'austérité et de restriction de liberté, bah peut-être que les choses changeraient. En tout cas, ça commence par là, ça commence par une mobilisation, même si on ne peut pas se déplacer, je veux dire, sur les réseaux sociaux, c'est très facile, en un clic, on a montré notre mécontentement. Donc je vous invite à suivre cette pétition, je vous mets le lien en description. Ça y est, le Secours catholique l'a annoncé, la barre des 10 millions de pauvres va être atteinte. Ça y est, 10 millions de pauvres en France, sachant qu'on est 67 millions. Ça fait quand même un bon pourcentage de pauvres. Certes, quand on entend qu'on n'a pas à se plaindre parce qu'il y a pire ailleurs, c'est vrai. Mais là, pire ailleurs, oui, enfin, il y a aussi mieux ailleurs, je pense. Et puis de toute façon, même s'il n'y avait pas mieux ailleurs, on peut quand même se battre pour avoir mieux quand on voit que des gens crèvent de faim dans un pays républicain et démocratique comme le nôtre. Ça pose question. Et je pense que les mesures sanitaires vont évidemment empirer la situation, c'est déjà le cas. Le Secours populaire l'a dit, et le Secours catholique aussi. Les Restos du Cœur n'ont plus de quoi nourrir toutes les personnes qui en ont besoin. Ça devient dramatique. Il y a une vidéo de Mediapart qui est passée, je ne sais pas si vous l'avez vue, sur une opération de police qui a mal tourné. Donc en fait, c'est 6 jeunes dans une voiture, le soir, ils sont près du bois de Boulogne. Ils sont à l'arrêt à un feu rouge. Et puis tout d'un coup, ils se font entourer par plusieurs voitures banalisées, donc ils ne comprennent pas tout de suite que c'est la police. Des personnes cagoulées sortent de ces voitures, braquent la voiture avec les jeunes dedans. Et en fait, c'est pas du tout des voyous, ce sont des flics qui agissent comme des voyous. Et donc, il y a un des policiers qui va carrément viser la tête d'un des gars dans la voiture, qui va tirer avec son arme, qui va louper sa cible, heureusement. Et ce jeune va être traumatisé. Et la raison invoquée, c'est un vol de sac à main. Soi-disant, ces jeunes auraient volé un sac à main, et en fait, ils se sont trompés, hein, c'était pas eux, donc ils se sont trompés de personne. Et donc, c'est pour ça qu'ils leur tiraient dessus. Alors déjà, ça pose question. On se dit, pourquoi tirer sur des gens pour un vol de sac à main? Et puis en plus de ça, ils se sont trompés de personne, et puis en plus de ça, ils auraient pu les tuer. Et donc, le problème, c'est que suite à ça, l'enquête n'a rien donné. Les policiers portent toujours leurs armes à l'heure où on parle. Et en plus, ils disent que les jeunes les ont agressés, donc c'était de la légitime défense. Voilà, cette vidéo est assez impressionnante. Elle n'a pas fait beaucoup parler d'elle dans les grands médias, même pas du tout. Mais ça, il fallait que je vous en parle. Il assène alors un violent coup de pied dans la jambe de celui-ci. Alors
ce genre de vidéos, on en voit assez régulièrement quand même, hein. Quand on cherche, on en trouve. Ça montre que les policiers déploient des moyens complètement disproportionnés par rapport à la situation. Et quand ils font des fautes comme ça, eh ben, ils ne sont pas poursuivis, ils ne sont jamais condamnés ou quasiment pas condamnés. Et ça continue tous les jours, et la loi de sécurité globale ne fera qu'empirer les choses à ce niveau-là. L'indépendance de l'IGPN, Macron en avait vaguement parlé, même quand il avait été interviewé par Rémi Buzine il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pas pour demain, hein. Dans les actes il se passe rien, dans les faits il n'y a rien, c'est que des paroles, donc on attend. En tout cas c'est important de relayer les infos quand on en a, de relayer les dérives policières quand il y en a. Tous les policiers ne font pas ce genre de choses, mais même si c'est une minorité qui fait beaucoup de mal, et qui est surtout rendue complètement libre par les pouvoirs politiques qui ne font rien. Gérald Darmanin encense ce genre de pratique puisqu'il n'agit pas. Il ne fait que féliciter les forces de l'ordre même quand elles sont en tort, même quand elles tapent des manifestants, quand elles délogent des migrants. Oui, parce que parmi les manifestations de fin novembre, début décembre, il y a eu cette évacuation assez spectaculaire de sans-papiers sur la place de la République. Encore une fois, violence disproportionnée, des sans-papiers qui sont jetés carrément, sortis de force de leur tente, évacués, mais pour aller où, on ne sait pas. Donc quand on dit que les migrants sont bien traités en France... Il y a le journaliste Stéphane Guy qui a été viré de Canal+ pour Noël. Tout ça parce qu'il avait soutenu un autre journaliste qui s'appelle Sébastien Toen, qui lui-même avait été viré aussi, parce qu'il avait fait un sketch sur Winamax, une parodie de Pascal Praud, journaliste de CNews. Et à ma gauche, donc j'ai non, c'est Jérôme Leroy-Merlu. Jérôme Leroy-Merlu, donc vous êtes pêcheur, je vois, donc en gros, voilà, syndicaliste de gauche, gilet jaune casse-couille, quoi. Alors, gilet orange, parce que oui, alors, je suis Merlu. Oui, non, mais alors, attendez. Alors, par contre, tout de suite, on va mettre les choses au point. Il faut pas couper la parole. Non, parce que c'est insupportable. Donc moi, ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est qu'on arrive maintenant en 2020 à virer des journalistes pour des parodies ou pour des soutiens à d'autres journalistes, donc pour des histoires d'actes en fait de liberté d'expression tout simplement, alors que dans le même temps des gars comme Pascal Praud qui font l'objet justement de cette parodie sont libres de proférer des insultes islamophobes, racistes, de dire des conneries, de propager des fake news, d'être climato-sceptiques ouvertement, d'être méprisants envers les classes populaires, tout ça sur des heures de grande écoute, sur des chaînes qui sont énormément suivies comme CNews, sans aucune censure. C'est pareil pour Éric Zemmour, qui est sur la même chaîne et qui n'a pas de soucis. Même s'il a eu quelques procès, il est toujours là. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je ne suis pas pour la censure spécialement, mais simplement, quitte à censurer des gens, il faut censurer tout le monde, ou sinon on laisse tout le monde parler et on laisse tout le monde faire son travail, quoi, au bout d'un moment, parce que sinon ça s'appelle de la dictature. Oh, j'ai vu une info passer, ça m'a fait assez rigoler. Il y a un logiciel de reconnaissance faciale qui a été conçu par une société canadienne. L'algorithme est français d'ailleurs. Et ce logiciel de reconnaissance faciale est utilisé à New York. Donc la police s'est rendu compte qu'il y avait un grave souci. C'est qu'en fait le logiciel de reconnaissance faciale prenait des manches à balai pour des armes à feu. Jusque-là c'est assez rigolo, sauf qu'on s'est aussi rendu compte que ce logiciel était raciste, entre guillemets, puisque les personnes de couleur avaient 2 fois plus de chances d'être identifiées à tort que des personnes blanches. Donc ça fait peur parce que là on s'en est rendu compte, mais je pense que parfois on s'en rend même pas compte et les logiciels détectent des personnes à tort. Ça peut poser quelques soucis après sur le plan judiciaire et moral. Le 19 décembre, il y a un cyclone de 345 km/h qui a dévasté une partie des îles Fidji. Donc il y a plusieurs villages qui ont été complètement arrachés par le cyclone. Il y a eu des morts. Je pense que le bilan s'alourdit tous les jours. On n'en entend pas du tout parler. C'est toujours les pays pauvres qui s'en prennent plein la gueule, entre guillemets. Peut-être qu'un jour ça arrivera dans les pays occidentaux avec le dérèglement climatique,
Mais en tout cas, en attendant, il y a des cyclones, il y a des catastrophes naturelles de fous partout dans le monde et très très régulièrement. Là, je vous cite ce cyclone-là, mais il y en a très régulièrement. Sans compter les inondations, les tornades et toutes ces catastrophes. Ça tue des gens, ça blesse des gens, puis après il faut reconstruire tous les villages. Ce sont des pays qui manquent de sous en général et qui attendent donc des aides internationales. On n'en entend pas beaucoup parler dans les grands médias. En tout cas, ce cyclone, j'en ai pas entendu parler du tout. Je l'ai trouvé par hasard en fouinant un peu les actus. Donc ça me semblait important d'en parler, ne serait-ce que par soutien envers les victimes de cette catastrophe. À Singapour, il y a le premier poulet artificiel qui a été vendu. C'est de la viande de synthèse qui a été faite en laboratoire. Alors moi personnellement sur le sujet, je suis ni pour ni contre. Ça dépend où vont les sous, comment c'est préparé, qu'est-ce qui est en jeu. Mais sur le principe, réduire sa consommation de viande, surtout en Chine, c'est un bon pas. Après, le mieux, c'est carrément s'en passer, quoi. Si on pouvait éviter de faire de la viande de synthèse à la place, ça serait encore mieux. Alors peut-être que c'est juste une étape de transition, je sais pas. Mais en attendant, il faut savoir quand même que les élevages liés à la viande, ça participe grandement au réchauffement climatique. Et pas seulement. Ça utilise énormément d'eau, ça utilise énormément de terre, ça dévaste des forêts, puisqu'on déforeste pour faire des élevages, pour nourrir les bovins et les animaux d'élevage. Donc, ça me permet de vous parler de ça. C'est vrai que la viande de synthèse en elle-même, c'est pas l'avenir le plus radieux qu'on puisse imaginer. Mais en tout cas, si ça pouvait permettre aux gens de baisser leur consommation de viande, ça serait quand même génial. Que ça soit sur le plan écologique, éthique et animal. Est-ce que vous avez entendu parler de la Brigade d'e-crime ? La Brigade d'e-crime, c'est une initiative citoyenne. Il y a un groupe Facebook qui existe. Je vous invite à y jeter un œil. En fait, ce sont des citoyens qui se sont basés sur la loi de 2004. C'est une loi de modernisation de la sécurité civile qui veut que chaque préfecture mette en place un plan de sauvegarde, donc qui consiste tout simplement à mettre à disposition des citoyens de la nourriture en cas de pénurie alimentaire. Donc ces méthodes de résilience alimentaire, elles sont présentées en ce moment dans tous les départements de France. Il y a des réunions, il y a des manifestations, il y a des rassemblements. Donc allez-y, jetez un œil à leur groupe, je pense qu'ils ont besoin de bénévoles, ils ont besoin de soutien. Il y a un nouveau projet de loi qui a été enregistré à l'Assemblée nationale le 21 décembre. C'est un projet de loi de Monsieur Castex, donc le Premier ministre, en procédure accélérée, qui vise à renforcer l'état d'urgence sanitaire et à donner encore plus de liberté au gouvernement. Donc désormais, le gouvernement, si cette loi est adoptée, pourra imposer aux citoyens de rester chez eux ou de ne pas emprunter leur véhicule ou de fermer leur commerce s'ils ne présentent pas de justificatif au test du Covid-19 ou s'ils ne présentent pas de justificatif de vaccin. C'est-à-dire qu'avec cette loi, le gouvernement pourrait potentiellement empêcher les gens d'accéder à leur voiture, d'ouvrir leur commerce ou leur établissement, de se déplacer, etc., de sortir de chez eux, s'ils ne fournissent pas un justificatif de test, un justificatif comme quoi ils ont été vaccinés contre le Covid-19. Donc ça fait quand même un peu peur, même si moi je veux bien qu'on se protège et qu'on fasse attention. Enfin là quand même, on empêche carrément les gens de vivre, quoi. Donc ça c'est un projet de loi du gouvernement, hein, donc qui sera sûrement adopté. Donc c'est important d'avoir les yeux rivés là-dessus et de voir comment tout ça va se mettre en place et quand est-ce que ça va être voté. Alors je suis tombée sur une info qui date finalement du mois d'octobre, mais je ne l'avais pas vue passer. Apparemment, maintenant, la Cour de cassation a tranché. Refuser de donner son code de déverrouillage de téléphone à un policier sera une infraction. Oui, vous avez bien entendu, on ne pourra pas refuser à un policier d'accéder à son téléphone. Donc pour la Cour de cassation, le code de déverrouillage de téléphone est vu comme un code de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Ça serait un code crypté pour commettre un délit ou pour faire quelque chose d'illégal. Non, c'est juste un code de sécurité pour empêcher toute personne d'accéder à notre vie privée, puisque maintenant, en plus, notre téléphone portable, c'est vraiment notre vie privée. Il y a tous nos numéros, toutes les coordonnées de nos proches, tous nos messages, nos photos. Donc voilà, maintenant on ne pourra plus dire non à un policier, il pourra tout à fait regarder dans notre téléphone. C'est un fait, c'est inscrit dans la loi.
Voilà, cet épisode des oubliés du JT est fini. Vous avez vu, je n'ai parlé ni de la contamination d'Emmanuel Macron au Covid-19, ni de l'agression de Michel Zecler, même si c'était important d'en parler, mais finalement, heureusement pour lui d'ailleurs, ça a fait le buzz et donc les grands médias se sont emparés de son cas. Je n'ai pas parlé des vaccins, je n'ai pas parlé de tout ça, parce qu'on en parle suffisamment. Je n'ai pas non plus parlé de la nouvelle souche du Covid-19 en Angleterre qui petit à petit arrive en Europe et qui pourra peut-être faire une 3e vague. Je n'ai pas parlé de tout ça. Ce dont j'ai parlé, c'est des conséquences des mesures sanitaires, c'est des violences policières, des initiatives citoyennes, hein, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles, il y a des gens qui s'activent en coulisses et qui font tout pour changer les choses. Donc je vous invite à partager ce genre d'informations, ce genre d'initiatives et de les encourager. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes malgré le contexte, malgré tout. J'espère que vous pouvez au moins voir vos proches, garder la foi, garder l'espoir. Si vous soutenez les militants, si vous avez envie que le monde change, ne faites pas que vous plaindre sur les réseaux sociaux. Arrêtez de critiquer ceux qui ne pensent pas comme vous. Essayez de converger, essayez de discuter avec respect et surtout déplacez-vous, quoi. Allez sur le terrain, essayez d'aller un peu en manifestation. Je sais que c'est pas que par ça que ça changera, mais c'est important d'y être, ne serait-ce que pour l'image, ne serait-ce que pour montrer qu'on n'est pas ridicule, qu'on est encore là. Et puis sinon, rejoignez d'autres initiatives. Il y a des choses qui se passent sur le plan local et sur le plan national. Par le biais d'internet et par le biais des applications de communication, il y a énormément de choses qui se passent, énormément de réunions. Rentrez en contact avec ces gens, rentrez dans les réseaux, c'est facile finalement. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Moi personnellement, ça me donne beaucoup d'espoir. Voilà, je pense que ça va évoluer, les mouvements vont évoluer, vont converger, vont s'unir. C'est certain, ça prend du temps, mais c'est une chose incontournable. Je vous souhaite une très très bonne fin d'année et je vous dis à l'année prochaine, j'espère qu'elle sera pas pire. Pour moi, elle ne pourra qu'être mieux. Bon, sauf si on en arrive à ce genre d'invention.